Bonjour à tous et bienvenue dans ABE Rencontre. Après 2 premiers épisodes sur l'expertise microbiologique dans l'industrie cosmétique et pharmaceutique, nous nous intéressons aujourd'hui au domaine de la recherche et plus particulièrement à l'hypoxie. Nathalie Mazur, pionnière dans ce domaine, nous explique son parcours et comment elle a œuvré à l'utilisation de cette pratique en France. C'est parti. Bonjour Madame Mazur. Bonjour Sylvain. Un grand merci à vous de nous accueillir ici à Nice au C3M, donc au Centre méditerranéen de médecine moléculaire. C'est la première fois que nous réalisons une interview avec une personnalité de la recherche, donc on est particulièrement ravis que ce soit avec vous, donc merci. Encore merci. Nous allons parler de votre rôle ici au C3M, mais on aimerait bien aussi revenir sur votre parcours. Pour cela, on va remonter un peu le temps. Pourquoi avoir choisi dans vos études le domaine scientifique ? Alors pour la petite histoire, quand j'avais 3 ans, mes parents m'ont demandé ce que je voulais faire et je leur ai répondu que je voulais être chercheur et dormir sur ma paillasse. Je vous avouerai, vœu exaucé, puisque je n'ai pas dormi dessus mais à côté de la paillasse. Donc j'ai réussi à aller jusqu'au bout de ce que je voulais faire. Après, j'ai changé, ça a été médecin, etc., etc. Mais au final, c'est quand même la recherche qui m'a attirée le plus. Alors au début, vous vous orientez plutôt vers le domaine de la microbiologie, c'est ça? Tout à fait. Au début, c'était même plutôt l'INRA où j'ai commencé à travailler sur la caséine alpha-essain du lait de chèvre. On est très très loin du cancer. C'était passionnant puisque je travaillais à faire des sélections animales basées sur certains génotypes. Et donc je génotypais les caprins pour savoir quel était le meilleur croisement à faire pour avoir le meilleur lait. Donc là, c'était la première partie, puis ensuite, je me suis orientée vers plutôt de la microbiologie au cours de ma thèse que j'ai fait à l'Université de technologie de Compiègne. Et là, je travaillais sur la biodégradation des composés xénobiotiques. Xénobiotiques, ce sont des composés créés par l'homme qui ne se dégradent pas dans la nature naturellement. Et donc, je travaillais sur des fermenteurs de 5 ou 10 litres avec des bactéries qui permettaient de dégrader ces différents composés. Et au cours de ma thèse, j'avais toujours des tubes Falcon à droite à gauche, même pendant les vacances, et je récupérais dans les pores ou n'importe où c'était un peu crade, je récupérais des petits échantillons et dès que je rentrais au labo, je les mélangeais avec mes bactéries pour voir si ce que j'avais récupéré comme micro-organisme, ça allait me permettre de mieux dégrader mes composés xénobiotiques. Après, vous effectuez un premier post-doctorat aux États-Unis, en Californie, donc à l'université de Stanford. Il y a un virage qui se passe à ce moment-là. Qu'est-ce qui se passe Alors complètement. Ce virage, ça a été un virage, on va dire, un petit peu forcé, puisque moi j'avais trouvé un postdoc en Floride pour aider à nettoyer, on va dire, une station militaire où il y avait eu énormément de biocarburants. Et par contre, mon mari, lui, avait son postdoc en Californie, à côté de Stanford. Et donc, la distance entre la Floride et la Californie, c'est à peu près la même chose que Paris et la Floride. Donc, on s'est dit que ce ne serait pas très viable. Donc, on a décidé de partir tous les deux, lui avec son postdoc, moi sans rien, et de partir en Californie et d'envoyer des CV, puisque entre Berkeley, UCSF et Stanford, je devais avoir toutes les chances du monde de trouver un postdoc. Et que si je ne trouvais pas, c'est que peut-être j'étais pas faite pour faire de la recherche. Et donc j'ai envoyé plus de 300 CV à l'époque. Au début, uniquement sur la microbiologie. Et puis, pas de réponse, rien. Et là, je me suis dit, je ne me propose pas au bon laboratoire, il faut peut-être que je fasse ce fameux virage. Et je me suis dit, j'avais bien expérimenté qu'en France, la biodégradation, déjà à l'époque, c'était pas un problème majeur, ça n'a pas tellement évolué depuis, et que le cancer, j'avais peut-être plus de chances par la suite de défendre mes chances pour avoir un poste. Et donc, j'ai commencé à envoyer mes CV sur Stanford, dans différents laboratoires, et c'est Amato Giachia qui m'a répondu en premier. Le lundi, je lui ai envoyé mon CV, le mercredi, il m'appelait. Le vendredi, j'étais dans son labo, et le lundi d'après, je partais en France pour avoir mon visa pour revenir au plus vite. Incroyable. Et c'est à ce moment-là que l'histoire avec l'hypoxie commence? Exactement. L'histoire, elle commence vraiment au tout début. C'est-à-dire que si on prend la bibliographie, à ce moment-là, il y a un article qui tombe toutes les morts d'évêques. Amato Giachia me dit, voilà, j'aimerais bien que tu étudies la régulation de VEGF sous hypoxie. Et lui, il avait une idée déjà bien établie, c'est NF-κB qui régule ce gène-là. Donc j'ai travaillé pendant plus de 6 mois
à faire énormément de manip, des mutants, etc., etc. Et à chaque fois qu'il venait me voir, je lui dis, ben non, c'est pas un FKB, c'est pas un FKB, c'est pas un FKB. Et vous savez un peu comment ça fonctionne, le système aux États-Unis. Au début, vous avez une grande paillasse, et puis si ça marche pas, votre paillasse, elle se réduit. Et je me suis dit, ben c'est 4, j'aurai plus de paillasse et je vais partir, quoi. Et à ce moment-là, est arrivé Kiss la déroute, je me souviens bien, dans le bureau. Et en nous disant, voilà, il y a un papier extraordinaire qui vient de sortir, il y a un scientifique qui vient de démontrer, caractériser IF comme étant le facteur de transcription qui régule les gènes sous hypoxie. Donc ça n'a fait ni une ni deux, on s'est jeté là-dessus, on a regardé dans le promoteur de VEGF, il y avait une séquence HRE donc, qui est reconnue par ce fameux IF, et on est parti et l'histoire a commencé là-dessus. Et à partir de ce moment-là, ben, j'ai jamais quitté l'hypoxie. Alors là, c'est une question pour moi, qui suis un peu amateur dans le domaine. Est-ce que vous pouvez me vulgariser le principe de l'hypoxie? Si on se place du point de vue de l'humain, par exemple, au niveau de la mer, on respire de l'air à 21% d'oxygène. Dès lors qu'on va s'élever, l'air va se raréfier, et quand on arrive au sommet de l'Himalaya, on est à 7% d'oxygène. Donc votre organisme qui est adapté à 21%, si vous le déplacez rapidement à 7%, vous n'allez pas survivre. Vous allez devoir vous acclimater. C'est différent d'adapter. Vous allez devoir vous acclimater à cette raréfaction. Par contre, vous avez des gens qui, eux, vivent dans les Andes ou qui vont vivre sur certains plateaux d'Himalaya. Et là, ces gens-là sont adaptés à supporter cette hypoxie. Donc ça, c'est au niveau, on va dire, physiologique. Moi, ma particularité de l'hypoxie, c'est au niveau du cancer. Si vous prenez une tumeur, on va vraiment grossièrement la résumer par une tumeur avec un vaisseau central, par exemple, ce qui n'est pas tout à fait le cas, mais c'est pas grave. Ce vaisseau, il amène du sang, et dans ce sang, il y a de l'oxygène. Donc ça, c'est la nourriture des cellules. Et cet oxygène a un coefficient de diffusion qui est limité sur une petite distance, 100 microns, et donc les cellules qui sont proches du vaisseau sanguin, ces cellules-là, on va dire qu'elles sont normoxiques parce qu'elles récupèrent plus d'oxygène que les cellules qui sont plus éloignées, qui, elles, ne vont pas avoir accès à cet oxygène, et on parle de cellules qui sont hypoxiques. Voilà, donc ça c'est très grossièrement. Alors la petite note que je dirais, c'est que cette normoxie, elle n'est pas aussi normoxique qu'on l'entend, puisque la normoxie, c'est normalement à 21%, je montre ici parce qu'il y a la mer et qu'on est à 0 mètre d'altitude, mais elles vont plutôt être dans une zone, on va dire, physiologique, adaptée à l'organe dans lequel elles se trouvent. Donc, ce n'est pas parce que vous respirez 21% d'oxygène qu'après vos organes, ça c'est mon petit cheval de bataille, que vos organes sont ensuite à 21% d'oxygène. Il y en a très peu qui vont être comme ça, voire pas du tout. Et donc, quand je parle plutôt physioxie, c'est plus adapté au pourcentage d'oxygène qui va sortir de ces vaisseaux sanguins. Et l'hypoxie, c'est bien ça, c'est les cellules qui sont loin, loin de la nourriture, donc loin de l'oxygène. Voilà, ça c'est les deux notions qu'on peut donner sur l'hypoxie. Merci beaucoup. Donc après les États-Unis, retour en France. Ouais. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Parce que vous revenez en France pour continuer à travailler dans l'hypoxie? Oui, surtout pour revenir à travailler en hypoxie, puis avoir un poste. Oui. C'est quand même un peu la finalité. On vous dit partez, et puis revenez après pour avoir un poste. Et là, je déchante un petit peu, puisque pendant les 3 premières années donc, de mon retour en France, l'hypoxie n'est pas du tout reconnue. Ce que j'entends dire souvent, c'est que ça ne sert à rien. Et là, vous ne comprenez pas trop ce qui vous arrive. Et donc, voilà, il a fallu changer un petit peu de son cheval de bataille. N'ayant pas eu mes concours, et Dieu sait si j'en ai passé pendant ces 3 années, j'ai une proposition pour descendre sur Nice pour monter une start-up qui s'appelle Tixel, qui a eu pas mal de succès. Et donc je dis oui, un nouveau challenge, comme je les aime bien. Et donc je pars sur Nice, ça aura duré une toute petite année. Et je me suis rendu compte que même si j'aimais bien ce challenge-là, c'était très intéressant, j'ai appris plein de trucs, c'était pas tout à fait ça que je voulais faire. Et je voulais quand même continuer à faire de la recherche. Et donc à ce moment-là, il y a eu quelques moments de flottement, comme mon passage en tant que professeur en classe de 3e. Mais je me rends compte que sur Nice, je fais un peu ma biblio, il y a le fameux Jacques Puységur qui travaille énormément sur l'hypoxie, même si je suis très fière de dire que j'ai commencé l'hypoxie avant lui. Et donc je lui envoie mon CV, et là un peu comme ça s'est passé avec Amato, je lui envoie mon CV, coup de téléphone à la maison, bonjour c'est Jacques, moi je dis oui, moi c'est Nathalie, il me dit oui c'est Jacques Puységur, et là waouh,
Là, les enfants se calment, tout le monde se tait, silence. Et hop, donc je discute avec Jacques. Il me dit, venez, votre CV m'intéresse. Est-ce que ça vous intéresse? Bien sûr. Et donc, la semaine d'après, je commençais mon postdoc. Est-ce que c'est à ce moment-là que vous avez fabriqué votre première station hypoxie maison? Non. Non, la première station hypoxique maison, c'était au Cérémode à Meudon, quand je suis rentrée des États-Unis. J'avais utilisé aux États-Unis ce modèle de ce qu'ils appelaient des gigs. Alors, c'est des espèces de tubes longs dans lesquels on pouvait mettre 6 boîtes de pétri. C'était des petites boîtes de 60 mm en verre, puisqu'on partait du principe que le plastique piégeant l'oxygène, si on mettait nos cellules sur du plastique, le plastique délivrerait son oxygène, donc on travaillait sur du verre. On est allé chercher dans la verrerie des boîtes de pétri en verre. On a fait nos petites encoches nous-mêmes sur une barre, et pour la petite histoire, puisque j'en ai quelques-unes, privilège de l'âge, on avait une barre qu'on avait chauffée à blanc et on a fait tous nos becs pour faire les échanges gazeux. On n'avait pas remarqué qu'on était au-dessus d'un système à incendie, qui avait l'alarme à incendie qui hurlait dans tout le bâtiment, mais nous on était tellement concentrés à faire nos petites boîtes de pétri qu'on ne s'était pas rendu compte que tout le monde avait évacué, qu'on était les derniers dans le bâtiment en train de faire nos plaques en verre, jusqu'au moment où on est venu nous chercher, on disait mais il y a un incendie, puis on s'est rendu compte que tout le plafond était noir et que c'était nous l'incendie en fait, mais on n'avait pas mis le feu, mais voilà. Donc ça c'était pour la petite histoire. Et ces gigs, eh bien en fait c'était puisque Jean-Louis Danan, qui m'avait accueilli, faisait de la plongée sous-marine. Donc il avait une connaissance des gaz, moi j'avais une connaissance de l'hypoxie. Donc on est allé voir des ferronniers, on est allé voir dans l'industrie, tout ce qui pouvait nous aider à faire de la soudure. Donc j'ai fait de la soudure, j'ai appris ce que c'était qu'un pas de vis anglais, un pas de vis français. On l'a créé avec Jean-Louis. Et puis ensuite, il a fallu qu'on le teste. Et on avait ce fameux gène VEGF qui m'a suivi pendant de nombreuses années. Et on a pu montrer qu'en faisant tel vide, avec tel mouvement, etc., on était à 5%, à 3%, à 1%. Et je crois que cette machine infernale fonctionne encore à l'Institut Cochin. Ouais. Incroyable. On va parler maintenant de votre rôle ici, au C3M. Est-ce que vous pouvez nous présenter déjà le C3M de manière générale? Oui. Pourquoi je suis venue au C3M? Déjà, peut-être que ça vous permettra de voir un petit peu. Je suis arrivée il y a 6 ans maintenant, en 2018. Pourquoi? Parce que c'est un institut qui travaille sur le métabolisme. Et là où j'étais auparavant, on faisait moins le métabolisme et quand j'en discutais, on n'avait pas beaucoup de réponses. Alors que là, c'est vraiment un centre qui baigne dans le métabolisme. Et donc, si vous avez un problème, vous pouvez en discuter un petit peu avec tout le monde. Et c'est ce que j'avais bien apprécié. En plus, il y a une très bonne ambiance. Et cette ambiance, elle est créée par le fait de l'horizontalité de l'Institut. Et qui fait que tout le monde se croise, tout le monde se connaît, tout le monde se voit. Et ça permet quand même d'avoir une ambiance de travail qui correspond à ce que je recherchais. C'est également ici que vous mettez en place la plateforme MedConnect. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce projet? Tout à fait. Alors cette plateforme MedConnect, comme toutes ces plateformes, elle n'est pas née de suite. Il y a eu des tentatives, des échecs, des tentatives, des échecs. Et puis il y a maintenant 2 ans, je crois, Frédéric Bost sur Nice et Sophie Vasseur sur Marseille ont décidé de monter cette plateforme qui est avant tout une plateforme de conseil sur laquelle les gens pourraient venir s'appuyer parce que tout le monde n'est pas spécialiste du métabolisme, tant mieux, hein. Mais par contre les gens s'y intéressent de plus en plus. Donc nous ce qu'on propose c'est avant tout pour les gens qui ne savent pas, mais aussi pour les gens qui savent, de venir nous poser des questions. On est un groupe, il y a une école de spécialistes entre Marseille et Nice. On peut répondre à ces questions-là. Et ensuite, c'est les orienter sur... Alors, on a plutôt sur Nice pas mal d'appareils qui permettent de mettre le pied à l'étrier pour commencer à répondre à des questions sur le métabolisme, de façon similaire à Marseille. Et à Marseille, ils ont en plus la bioinformatique, qui est toujours un truc qui manque essentiellement en recherche. On n'a jamais assez de bioinformaticiens, on leur court après tout le temps. Et donc là, on a cette double identité sur la plateforme, le métabolisme et la bioinformatique orientée métabolisme. Et ça marche vraiment très très bien. On n'est pas très très loin, c'est 2 heures de voiture. On peut aller donner des conseils sur Marseille, il y a la visio, on peut aller chercher des cellules. Enfin, vraiment, c'est quelque chose de très très dynamique.
Quelles sont les technologies que vous utilisez justement ici à Nice au sein de cette plateforme MedConnect? Alors ça ne vous étonnera pas, on a les enceintes à hypoxie, ça même pour ceux qui ne le veulent pas, je le propose toujours. Ensuite, on a le SIORS qui nous permet vraiment de mesurer la production ou la consommation d'oxygène et le pH, qu'on va appeler la glycolyse. Donc on a cette machine-là. On a le YSI, qui est un peu le complément du SIORS, qui nous permet de mesurer la consommation de glucose, la production de lactate, la glutamine et le glutamate. Et puis on a l'Omnilog qu'on a reçu il n'y a pas très longtemps, qui de base était plutôt fait pour les bactéries. Et maintenant, ça nous permet de faire un criblage rapide sur les capacités des cellules qui nous intéressent, avec ou sans mutation, avec ou sans traitement, à utiliser certains substrats. Et là, ça nous donne des pistes. Et ensuite, puisque à nous tous, au niveau du collège de scientifiques qu'on a réunis, on a un network international. Une fois qu'on a épuisé un petit peu toutes les armes qu'on a entre Marseille et Nice, eh ben, on peut envoyer et diriger les gens vers quelque chose d'un peu plus complexe, si ça les intéresse. Il y a des fois, c'est juste répondre à une question d'un reviewer, des choses comme ça. Vous êtes également au cœur d'un événement qui a lieu tous les 2 ans, qui est Métabolisme et Cancer. Quel est votre rôle au sein de cet événement? C'est un événement qu'on a lancé il y a une petite dizaine d'années. L'idée, c'était de lancer un symposium sur le métabolisme, mais dans le sud de la France, pour arrêter de tout centraliser sur Paris et faire venir un petit peu nos collègues parisiens sur la Côte d'Azur, ce qui n'est pas très difficile à faire en soi. L'idée, c'est avec donc, tous les collègues du Sud qui font du métabolisme, de déplacer ce symposium dans les grandes villes du Sud. Donc on a commencé par Nice, ensuite on a eu Montpellier, Marseille, Bordeaux. Hélas, Bordeaux, c'était au moment du Covid, donc on a été obligé de faire ça en visio, mais c'était pas si négatif que ça parce que je crois qu'on a eu plus de 1000 personnes. Enfin, ça a été vraiment un gros truc et c'était l'année où on avait invité Sir Peter Ratcliffe pour l'hypoxie, donc il a eu aussi beaucoup de succès. Le prix Nobel. Le prix Nobel, pardon, oui, tout à fait. Et là, donc, on est revenu, c'était l'année dernière sur Nice et ça va repartir. Je crois que c'est sur Toulouse maintenant. Voilà. Donc, on fait ce petit tour-là. C'est un symposium où on a commencé pas très grand. Et là, en refaisant la boucle, on s'est rendu compte que là où on le faisait, ben maintenant, la dernière fois, certaines personnes étaient debout. Donc, il y a vraiment eu une très belle dynamique et on se rend compte que là, il y a vraiment un essor. Ce n'est pas seulement un meeting franco-français, ça devient maintenant un meeting international. On a eu des Américains, des Canadiens. Okay. Non, c'est vraiment un meeting qui a tout son sens dans la recherche au niveau du métabolisme. Et c'est des différentes présentations de travaux à travers le monde, justement? Tout à fait, okay. Ouais, sur 2 jours et demi, je crois, si je ne me trompe pas, ou 3 jours à peu près, mais oui. Autre question, selon vous, quelle est la partie la plus gratifiante dans votre travail en tant que chercheuse? Alors c'est un petit peu difficile, parce que la gratification, il n'y en a pas très souvent en recherche. Donc on va la choper là où on peut. Et je dirais que un des moments les plus sympas, c'est quand vous avez un article qui est accepté. Parce qu'un article accepté, ça c'est le haut de l'iceberg, mais on ne voit pas derrière qu'il y a 4 ou 5 ans de travail, on peut dire aussi de souffrance, hein, parce que ce n'est pas toujours facile. Qu'ensuite, quand vous décidez de l'écrire et de l'envoyer, c'est encore parfois, enfin de plus en plus maintenant, 1 an et demi, des corrections, etc. etc. Donc c'est presque 6 ans parfois de travail que vous arrivez à faire passer dans un article. Ça ne dure pas longtemps, vous êtes super content quand vous avez le mail de l'éditeur, et puis ça retombe vite parce que vous savez que derrière, il y a les étudiants, il faut relancer tout le reste, il y a les manips qui courent, etc. etc. Donc ça, c'est un petit moment, c'est vrai, qui est quand même assez gratifiant. Pour moi, personnellement, le moment le plus gratifiant, c'est quand on arrive à trouver une solution avec les étudiants, que vous avez des hypothèses de travail, et puis que d'un seul coup, vous avez un éclair qui arrive. Il y a la manip qui fait que on avait raison ou on avait tort. Bon, on ne va pas tellement s'emballer quand on a tort, mais quand on a raison, c'est plus voilà, je l'ai trouvé ma solution, c'est génial. Et puis que vous voyez dans les yeux de vos étudiants, on avait raison, on a découvert quelque chose. C'est ça, on est des chercheurs, donc on n'est pas que des chercheurs, on est aussi des découvreurs de temps en temps. Et quand on découvre, ça n'a pas de prix. Et puis, je finirai juste sur les meetings entre chercheurs quand vous échangez. C'est aussi notre métier, hein, c'est de faire découvrir aux autres et d'échanger. Moi, je le vois vraiment tout le temps comme un échange avec les gens. Alors, il y a des fois, on n'a pas tout découvert, on n'a pas forcément toujours raison, mais ça, c'est pas grave. Le but du jeu, c'est pas d'avoir raison, c'est de voir
jusqu'où on a tort, hein, et puis comment tout peut se comprendre et on n'arrive jamais à faire de la science tout seul. Oui. On fait de la science en communauté. Enfin, tout au moins, c'est mon point de vue. Alors, vous parlez beaucoup des étudiants, Ouais. on sent que ça vous tient à cœur. Quel rôle jouent les étudiants au quotidien et les jeunes chercheurs dans vos projets de recherche? Alors pour moi, c'est la base. Je veux dire, sans étudiants, surtout maintenant, moi je fais plus beaucoup de paillasse, donc j'en fais encore, ça m'arrive. Nous, on a des idées, on a des hypothèses, mais eux, ils sont là aussi pour avoir leurs propres idées. Vous challenger, ça j'aime bien le côté challenge. C'est pas une confrontation, c'est un challenge. Et des fois, ils me disent non, je suis pas d'accord avec ton point de vue. Et ouais, mais si, c'est pas de la confrontation comme ça, c'est juste d'essayer de voir pourquoi ils pensent ça, pourquoi moi je pense ça, et c'est une suite logique. Vous êtes là, vous êtes un point fixe et vous avez tous vos étudiants que vous voyez passer. Vous aimez bien aussi les voir continuer, évoluer. Mon étudiant chinois qui va bientôt passer sa thèse, il me dit « t'es ma maman française » parce que voilà, on ne vit pas que de science, il y a plein d'autres choses qu'on partage. On vit ensemble tout le temps, hein, donc c'est quand même assez fort ces liens et quand ils s'en vont, c'est vrai que c'est parfois... c'est dur. Quand on a travaillé 5 ans ensemble et puis que c'est du 10 à 12 heures par jour à travailler, la tête dans le guidon et tout ça, et qu'on les voit avoir leur diplôme, avoir un job et puis s'envoler et tout ça, c'est gratifiant, c'est triste, mais c'est de la belle tristesse. C'est de la fierté. C'est de la fierté, Ouais. voilà. Ouais. Vous travaillez beaucoup en collaboration aussi avec l'étranger Oui. pour les recherches, c'est ça? Oui, tout à fait. Ça, c'est mon dernier petit challenge qui est donc je travaille en collaboration avec la Chine et récemment, collaboration avec le Kazakhstan et tout récemment le Kirghizistan. Le but du jeu, c'est de former des étudiants à un certain type de recherche. Ils ont leur propre recherche, mais bon, ils sont aussi demandeurs d'un autre type de recherche. Et là, actuellement, on a un étudiant en master qui va repartir avec un certain bagage. J'espère qu'il va pouvoir l'exploiter après dans l'équipe avec laquelle on est en collaboration à Karaganda. Et l'année prochaine, on va recevoir un autre étudiant en master et un étudiant en thèse sur des financements franco-kazakhs. Quel serait votre prochain défi? Ben justement, je crois que je suis en plein dedans. Là, moi, j'ai besoin de défis tout le temps. Les startups, changer d'institut, changer de pays. Enfin, tout ça, ça fait partie des défis. Je suis DR1 maintenant, donc depuis peu, voilà, c'était mon dernier défi professionnel quelque part. Faire une collaboration avec ces pays étrangers, ça, c'est un vrai défi. Je suis pas toujours dans ma zone de confort. Le russe, je ne le parle pas couramment. J'essaye, mais c'est une catastrophe. Prendre le train à 2 h du matin quand il fait moins 30, ça fait partie des défis. Se retrouver au milieu de nulle part pour faire de la recherche, c'est pas toujours évident. Mais c'est un défi humain tout en étant scientifique. Le dernier défi que je pourrais voir, c'est avec le Kirghizistan, qui est un pays qui se situe entre 2500 mètres et 7000 mètres d'altitude. Donc je suis au plein cœur de l'hypoxie. Donc je suis chez moi, Oui. quelque part. J'ai trouvé mon pays, le pays de l'hypoxie. Quand j'y suis allée là dernièrement, on m'a posé des questions sur l'hypoxie, mais c'était des questions auxquelles je n'avais jamais pensé jusqu'à présent. Est-ce que si je me fais traiter, je dois rester à 7000 mètres si j'ai un cancer et je dois faire des irradiations, ou est-ce que je dois descendre à Bishkek à 800 mètres d'altitude? Et là, je me suis dit, ah ouais, mais c'est super intéressant. Donc voilà, c'est peut-être ce genre de défi. Sinon, il y a des défis de la vie de tous les, enfin de la vie de tous les jours, je veux dire de laboratoire, ne serait-ce que répondre à telle question, telle hypothèse. Être avec ses étudiants, c'est du défi de tous les jours. Hein. Donc, ce défi il est là, mais je le connais. Je le maîtrise pas trop mal. Le défi avec les pays étrangers comme ça, ouais, non, c'est super intéressant. Puis on fait des belles rencontres en plus. Est-ce que vous avez une citation qui vous parle? Celle que j'ai longtemps mise sur mon adresse mail, c'était « À cœur vaillant, rien d'impossible ». Et puis la dernière, je crois que c'est celle de Barack Obama, qui est de « Il faut vivre des grands rêves, pas des petits rêves ». Alors, autre question qu'on aime bien poser lors de ces interviews face à face, est-ce que vous avez une personnalité du monde scientifique à nous conseiller pour notre prochaine interview? Ça ne vous aura pas échappé que je suis une femme, donc c'est quand même un problème qui me touche particulièrement. Je suis chercheuse avant tout et oui, c'est Marie Curie. Si j'avais à vous conseiller d'interroger quelqu'un, ça va être un petit peu plus difficile, mais avec peut-être l'intelligence artificielle, vous pouvez faire quelque chose. Relevez le défi, allez-y. Non, Marie Curie, en tant que chercheuse de son époque, a rencontré énormément de problèmes. Je ne dis pas qu'on n'en rencontre pas, nous, encore à notre époque, mais c'est peut-être un peu plus facile. Et j'ai beaucoup de respect pour la science qu'elle a fait et pour la personne. Marie Curie. Bon, le défi est relevé. Et relevé va être un peu compliqué, mais... Est-ce que vous avez un message à faire passer aux étudiants, aux jeunes chercheurs? Si vous n'êtes pas passionné,
Je crois qu'il faut peut-être aller voir une autre orientation parce qu'il y a tellement d'embûches dans le métier de la recherche, qui est un métier magnifique. Pour rien au monde, je ne regrette d'avoir fait ce métier-là. Mais on retient souvent que les bons moments, mais il y a des sacrés quarts d'heure quand même. Et sans la passion, vous n'y arriverez pas. Donc la passion et puis éventuellement la passion. Et il faut s'accrocher, il faut vraiment beaucoup s'accrocher, puis il faut croire en ses rêves, avoir des grands rêves. Si vraiment vous pensez que vous êtes fait pour la recherche, moi j'ai fait 17 ans de postdoc, parce que j'avais loupé le train à un moment, et il a fallu que je cours derrière le train, mais je croyais que j'étais faite pour ça, et ben j'ai réussi. Il ne faut pas s'arrêter. Si vraiment c'est ce qu'on pense, qu'on est fait pour ça, alors il faut aller jusqu'au bout, et sans avoir de regrets, aucun. Eh ben, merci beaucoup, c'était passionnant. Merci bien, Sylvain. Merci à vous. Merci beaucoup d'avoir suivi cette interview. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de ABR Rencontre. À bientôt.